Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 27 septembre et à la une de ce journal, au lendemain de la mort de Jacques Chirac, les hommages se multiplient. À Mayotte, toutes les personnalités politiques regrettent le départ d'un grand homme. Hier, nous évoquions les liens entre l'ancien président et Mayotte. Aujourd'hui, nous allons revenir sur sa carrière politique hors norme qu'il a notamment menée du conseil municipal de Sainte-Féréole jusqu'au palais de l'Élysée où il a vécu durant 12 ans. Retour sur un engagement parfois entaché de fausses notes. Au montage, Leslie Vumenet. De la mairie de Paris en passant par Matignon et l'Élysée, durant plus de 40 ans, Jacques Chirac aura eu une carrière politique extraordinaire. Né entre les deux guerres il y a 86 ans, il intègre Sciences Po Paris en 1951. Il se rapproche alors du Parti communiste et devient militant en signant notamment l'appel de Stockholm contre l'armement nucléaire. En 1954, il intègre l'ENA, l'École nationale d'administration, mais effectue seulement un an plus tard son service militaire. Il se porte ensuite volontaire pour participer à la guerre d'Algérie, ce qui lui permettra d'accéder au grade de lieutenant. Il termine finalement ses études à l'ENA en 1959, période durant laquelle il devient militant gaulliste. Après quelques années en tant que haut fonctionnaire à la Cour des comptes, il s'engage en politique en intégrant notamment le cabinet de Georges Pompidou. En 1965, il devient conseiller municipal de Sainte-Féréole dans le sud-ouest de la France. 2 ans plus tard, il devient député de la circonscription d'Ussel. Il est alors nommé par Georges Pompidou secrétaire d'État à l'emploi auprès du ministre des Affaires sociales. Après mai 68, il devient secrétaire d'État à l'économie et aux finances. Lorsque Georges Pompidou devient président de la République en 1969, Jacques Chirac est nommé 2 ans plus tard ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. L'année suivante, il est nommé ministre de l'Agriculture. En 1974, il prend la direction du Quai d'Orsay en devenant ministre de l'Intérieur. Cette même année, suite à la mort de Pompidou et à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, il devient Premier ministre et chef de file de l'UDR, l'Union pour la défense de la République. Élu à nouveau député en 1976, il conquiert la mairie de Paris en mars 1977. En 1981, il se porte candidat à l'élection présidentielle et termine 3e au premier tour. Lors des élections législatives de 1986, l'alliance entre RPR et UDF obtient néanmoins la majorité absolue, ce qui permet à Jacques Chirac d'être à nouveau nommé Premier ministre, cette fois dans une cohabitation avec le président François Mitterrand, celui-là même contre qui il perdra en 1988 lors du 2e tour des élections présidentielles. Ce n'est que partie remise. En attendant son élection en 1995 face à Lionel Jospin, il redevient maire de la capitale. La suite, on la connaît, 2 mandats de président de la République et une victoire le 5 mai 2002 contre le Front National de Jean-Marie Le Pen avec plus de 82% des suffrages. Après 2007, Jacques Chirac devient la personnalité politique préférée des Français et ce malgré l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris pour laquelle il est condamné à 2 ans de prison avec sursis le 15 décembre 2011. Durant 40 ans, plusieurs affaires comme celle du financement du RPR ou encore des marchés publics d'Île-de-France viendront émailler son image. Mais beaucoup garderont ses coups d'éclat, son nom à la guerre en Irak, son Vive le Québec libre ou encore sa proximité avec le peuple de France qu'il représentait. Et les grandes marées d'équinoxe ont débuté sur le territoire. Jusqu'à mardi, le lagon va prendre ses aises, ce qui pourrait bien provoquer plusieurs désagréments. Ce matin, nous recevions le directeur de cabinet du préfet. Ce dernier est revenu sur l'épisode à venir et sur les moyens mis en place pour limiter les dégâts. Car c'est une certitude, certains habitants vont se réveiller les pieds dans l'eau, notamment lundi et mardi. Le point sur ces grandes marées dans ce sujet avec au montage Leslie Vumenet. L'heure est à la mobilisation face à l'épisode de grande marée qui a débuté cet après-midi. Un phénomène loin d'être nouveau à Mayotte, mais qui cette fois revêt un caractère plus exceptionnel en raison de l'affaissement de l'île. On ne va pas voir la même ampleur du phénomène parce qu'on a ces 15 cm de subsidence, donc d'enfoncement supplémentaire. Donc l'enjeu était de préciser ce qui allait se passer. Maintenant, si on va jusqu'au bout, on est sur un phénomène qui reste un phénomène qui va monter petit à petit en puissance, en intensité, puisque les premières marées fortes vont commencer cet après-midi, vont se terminer, vont monter en hauteur de marée jusqu'à mardi, et vont s'atténuer. Ce sera le pic mardi apparemment. Mardi matin, effectivement, on a la marée la plus haute. Ça ne veut pas dire que pourtant ce sera la plus haute ressentie, parce qu'on peut avoir en plus là-dessus un certain nombre de conditions météorologiques qui peuvent influencer soit positivement, soit négativement. Notamment les vagues ou la houle. Voilà, notamment le vent, les vagues, la houle, la dépression, qui peut effectivement augmenter encore cette hauteur de vague.
Ces risques d'immersion font craindre des perturbations au niveau du trafic aérien. Des vols Air Austral, EOAir et Air Madagascar vont être modifiés. Néanmoins, Étienne Guillet se veut rassurant à la fois sur la sécurité, mais également sur d'éventuelles annulations de vols. La piste, elle est en fait un peu sur la partie, on va faire un peu technique, sur la partie seuil 16, envahie par les eaux, mais ça n'a pas de difficulté. En tout cas, Cette on a vérifié. partie-là, on est bien d'accord, c'est le fond de la piste, après les lits d'arrêt, vers la mosquée. Voilà, c'est vers la mosquée. On a un seuil décalé, tout le monde connaît ça à Mayotte, et donc ce qui fait qu'il n'y a pas de difficulté majeure sur cette piste, même pendant ces grandes marées. En tout cas, l'exploitant a été évidemment approché par rapport à ces grandes marées pour voir avec lui quelles allaient être les conséquences, et il nous a rassuré puisqu'il nous a dit voilà, il n'y a pas de difficulté, et les avions savent même rouler sur quelques millimètres d'eau, donc il n'y a pas de difficulté par rapport à ces grandes marées pour la piste d'exploitation. En début d'après-midi à Pamandzi, les habitants du front de mer ont été évacués. Un cas de figure qui devrait se reproduire dans les prochaines heures, d'où l'importance de suivre les consignes des autorités. On a potentiellement des gens qui vont avoir les pieds dans l'eau, qui vont avoir des mobiliers qui va être dégradés, devoir passer la nuit ou une partie de la journée en dehors de chez soi. Les consignes, elles sont a priori malgré tout assez simples. C'est se préserver physiquement, mais aussi c'est bien. Donc c'est s'il y a un moment trop d'eau ou s'il y a un ordre d'évacuation, si on arrive à ce niveau-là de consignes, de respecter ces consignes d'évacuation, d'aller se mettre à l'abri dans les lieux appropriés, dans les lieux d'accueil qui seront ouverts par les mairies. C'est aussi de se protéger son bien, donc ça peut être de mettre des sacs de sable, ça peut être des planches, tout simplement pour éviter que l'eau rentre dans son bâtiment. C'est aussi de prévoir, si on doit évacuer, un petit ballotin avec à l'intérieur ses médicaments, des vêtements secs, différentes choses qu'on veut garder avec soi. La préfecture recommande de suivre les médias, mais également les réseaux sociaux où des bulletins seront publiés régulièrement. Par ailleurs, les services de l'État et notamment la DEAL seront d'astreinte afin de dégager les routes et de rétablir, si besoin, la circulation le plus rapidement possible. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment l'interdiction des feux sur l'ensemble du territoire ou encore le projet de loi de finances 2020. Au montage, Leslie Vumenet. La perspective des grandes marées et des perturbations à prévoir ont amené le vice-rectorat à prendre des mesures relatives au transport scolaire. Pour les journées du lundi 30 septembre et du mardi 1er octobre, le transport des élèves de la Petite Terre scolarisés en Grande Terre, le transport des élèves de la Grande Terre scolarisés en Petite Terre, le transport des élèves pris en charge sur la ligne Tsararano-Mamoudzou, Mamoudzou-Tsararano ne seront pas assurés. Bien que l'ensemble des établissements scolaires du second degré reste ouvert, il est demandé aux familles dont les enfants ont un trajet les amenant à emprunter la barge ou le trajet Tsararano-Mamoudzou de les garder à la maison. Les chefs d'établissement sont informés de cette décision et s'assureront également d'informer directement les élèves concernés. Par ailleurs, le centre de consultation de Koungou sera fermé les lundis 30 septembre et mardi 1er octobre toute la journée. Le centre de consultation de l'abattoir sera ouvert de 7h à 19h. Les autres services et structures du CHM fonctionneront aux horaires habituels. Dans le cadre de la politique de prévention et de défense des forêts contre l'incendie, l'emploi du feu à usage agricole ou pastoral, son usage pour l'incinération des végétaux dans la mise en œuvre des activités agricoles, est strictement encadré et doit respecter plusieurs conditions. L'incinération des végétaux doit s'effectuer sous forme de tas ou par rangée sur un espace clairement délimité, de manière à ce qu'elle ne présente aucun risque pour les parcelles et espaces voisins. Elle ne peut être entreprise que par le propriétaire du terrain ou un ayant droit qu'entre l'heure légale du lever du soleil et celle précédant de 2 heures, l'heure légale du coucher du soleil. L'incinération des végétaux ne peut également se faire qu'en condition de vent calme allégé, c'est-à-dire inférieur à 20 km/h et qu'après déclaration d'incinération préalable auprès de la DAF, en saison à risque, c'est-à-dire du mois de juin au mois de décembre inclus. Les autres usages du feu sont strictement interdits ou conditionnés à une autorisation administrative préalable auprès de la DAF. En raison du vent, tout feu de végétation est momentanément interdit. Augmenter la dotation globale de fonctionnement pour les collectivités ultramarines, cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron est en passe d'être intégrée au projet de loi de finances 2020 présenté à l'Assemblée nationale ce jour. Cette dotation versée par l'État est en partie calculée sur la base du nombre d'habitants recensés sur le territoire communal.
Problème à Mayotte, nombre d'habitants ne sont pas recensés selon les maires et par ailleurs la dotation allouée par l'État a toujours été inférieure à celle des autres municipalités de France. Néanmoins avec ce projet, Mamoudzou qui a touché environ 2,50 € par habitant en 2019 devrait en percevoir environ 12 en 2020. C'est le double de ce que percevront certaines communes comme à La Réunion. A noter que cette dotation globale de fonctionnement n'est pas conditionnée, elle est constitutionnelle. Les communes toucheront leur dotation quelles que soient les situations individuelles et elles ont donc la liberté de dépenser les sommes reçues comme elles le souhaitent. Social maintenant, la CSSM déménage au centre Kinga à Kaweni. Le nouveau siège ouvrira ses portes dès lundi au public. Une bonne nouvelle pour les bénéficiaires qui auront désormais la possibilité d'être orientés dans les différents espaces selon leurs demandes. Du côté des salariés, ces nouveaux locaux de 6400 m² représentent un réel soulagement. Des services enfin regroupés et des conditions de travail nettement améliorées. Voilà ce que représente ce déménagement tant attendu. Marion Tellier. La CSSM ouvre dès aujourd'hui ses portes au centre Kinga à Kaweni. Jusqu'alors, l'ensemble des 293 salariés étaient pour la plupart sur de multiples sites à usage d'habitation, transformés en bureaux. Ces conditions de travail difficiles limitaient les échanges avec en conséquence un impact lourd sur la productivité des services. Désormais la page est tournée, c'est donc un nouveau chapitre qui débute avec 2 bâtiments répartis sur 3 niveaux pour un total de 6400 m². L'ensemble des personnels qui étaient sur Mamoudzou et Kaweni donc sont rassemblés sur un seul site. Avant on en avait une dizaine, aujourd'hui on est sur un seul site, un site unique. Donc c'est déjà un premier avantage. Le deuxième avantage en termes d'amélioration de conditions de travail, c'est comme vous l'avez constaté, nous sommes dans un bâtiment neuf aux normes HQE, donc en termes de sécurité, en termes de antisismique, avec une cafétéria de plus de 200 m² à disposition, avec également du mobilier neuf, des conditions de travail et d'hygiène beaucoup plus avantageuses que ce qu'il y avait avant et surtout un stress levé de la gestion des dossiers puisqu'on était vraiment dans des conditions qui étaient très très difficiles avec perte de dossiers, faute de place pour pouvoir le positionner. Les agents de la Caisse de sécurité sociale devraient également bientôt bénéficier des services d'une crèche. Son ouverture est prévue en début d'année prochaine. Le public n'est quant à lui pas en reste. Là encore, les locaux ont été pensés de manière à garantir un service plus attentionné. Nous avons raisonné en segments de clientèle, en type de clients. À savoir d'un côté les bénéficiaires de prestations sociales, donc qu'ils soient assurés sociaux donc pour la maladie, allocataires de prestations familiales ou bénéficiaires de pensions de retraite ou de vieillesse de manière générale. Et d'un autre côté, les professionnels de santé ou cotisants, employeurs. Donc déjà, on a scindé, on va dire, ces deux grands types de publics pour avoir du côté du bénéficiaire un accueil multibranche, c'est-à-dire qu'une personne qui vient pour une demande de maladie peut également avoir dans le même rendez-vous, s'il a rendez-vous, dans la même visite en tout cas, des réponses sur une question famille ou une question retraite. Ces bénéficiaires de prestations sociales seront alors accueillis dans le hall d'accueil, puis orientés dans les différents espaces clients selon leur profil et leurs besoins. On passe de premier abord par un espace téléservice où là on a accès donc au site internet amélie.fr, caf.fr, l'assurance-retraite.fr, guidé par nos agents d'accueil. Si la réponse ne peut pas être amenée par le biais de ces téléservices, on accède à un espace qui s'appelle renseignement minute, donc avec des demandes simples à traiter. Attestation, édition de première nécessité. Et puis là encore, si on ne peut pas répondre dans cet espace renseignement minute, on accède à une salle d'attente où nous sommes reçus, la personne est reçue sur box. Coût total de ce nouveau siège, 23 millions d'euros. Le premier acteur du social à Mayotte ouvrira ses portes au public ce lundi, puis tous les jours ouvrés avec ou sans rendez-vous. La CSSM conservera ses sites d'accueil sur Petite-Terre, ainsi que sa plateforme téléphonique située à l'abattoir. Avant de refermer cette édition, place à l'invité du 19h. Ce soir, nous accueillons Annabelle Richard, directrice territoriale de l'ADI Mayotte. Annabelle, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors, on va parler donc de cette campagne en faveur de l'entrepreneuriat au féminin. Elle va se dérouler du 7 au 11 octobre. Tout à fait. Mais avant cela, il y a un colloque qui nous intéresse notamment ce soir. Un colloque qui aura lieu le 3 octobre prochain, le jeudi 3 octobre prochain.
De quoi s'agit-il? Un colloque inversé. C'est ce que j'allais préciser, tout à fait. Alors, c'est un colloque qui a pu voir le jour tout d'abord grâce au soutien de la délégation régionale des droits des femmes et de la Caisse des dépôts. C'est l'occasion pour nous de mettre en lumière 10 femmes entrepreneurs que nous avons accompagnées et financées et qui seront face à 100 autres femmes entrepreneurs que nous avons invitées. Et tout l'événement tournera autour des freins à l'entrepreneuriat au féminin, à savoir l'estime de soi, la conciliation vie privée et vie professionnelle, l'accompagnement et le financement. Alors justement, vous avez plusieurs partenaires qui vous accompagnent, notamment la BGE. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que la BGE reste un partenaire important pour nous. Nous sommes vraiment sur nous de l'accompagnement et du financement, et eux, ils nous permettent d'avoir des personnes qui ont réfléchi leur projet. Ils les aident à aller de l'idée à la concrétisation de leur projet, et nous, on prend le relais derrière. Donc c'est vraiment un partenaire pour nous historique et important pour nos porteurs de projets. Alors justement, vous l'avez un peu expliqué, ça va vraiment être l'idée de motiver, de dire voilà, il existe des freins, mais regardez, il y a des personnes qui ont réussi, c'est possible. C'est ça l'idée? C'est très important pour nous de simplifier le message et aussi de faire comprendre à chacun que peu importe le capital, peu importe la formation, peu importe le diplôme, on peut y arriver, on peut être entrepreneur. Et c'est très important, nous, c'est vraiment les valeurs que l'on défend à l'ADI, voilà, de démontrer, de simplifier et de les aider dans leur démarche. Alors, il y a plusieurs chiffres qui interpellent. Oui. Le premier, 45% des entrepreneurs soutenus par l'ADI sont des femmes. Et je vais il y a une réelle demande très importante. C'est une réelle demande, et sur Mayotte encore plus importante, parce que Mayotte est une société matriarcale où la femme a vraiment une réelle place dans la société, et nous les aidons justement à défendre cette place et à les aider dans leur combat, tout simplement. Et à Mayotte, plus de 60% de nos entrepreneurs sont des femmes. Donc c'est pour nous une grande fierté. C'est un chiffre record au niveau national. Tout à fait. On est au-dessus de la moyenne nationale. Alors, il y a aussi une autre donnée importante, c'est le fait que les femmes sont plus demandeuses d'accompagnement. Comment vous l'expliquez ça et comment ça se traduit? Eh bien, je pense que les femmes, alors en tout cas, une des raisons de l'entrepreneuriat des femmes, elles se lancent souvent suite à une cassure ou suite à un licenciement. Et en fait, les femmes mahoraises sont des vraies battantes. Et donc du coup elles veulent réussir à tout prix, et pour ça elles le font bien, donc elles se font accompagner. Nous on fait vraiment passer ce message là, c'est-à-dire que pour réussir une création d'entreprise, il faut avoir un accompagnement adapté, et nous on offre des accompagnements collectifs mais pas que, aussi un accompagnement individuel qui leur conforte aussi, qui les conforte vraiment dans leur projet, et qui permet de réaliser leurs rêves aussi. Alors vous venez de l'évoquer, vous avez parlé de cassure. Oui. Il y a un autre chiffre qui est quand même assez révélateur. 37% des femmes entrepreneurs soutenues par l'ADI sont des mères célibataires. Comment vous expliquez ce chiffre? On est là sur un chiffre de société, on parle vraiment de la composition de la société mahoraise. Comment on peut l'expliquer? Est-ce que d'un côté, elles font ça parce qu'effectivement, être seule, c'est difficile. Quand on doit élever des enfants à Mayotte, la vie est chère. Effectivement, c'est dans le monde des salariés, c'est pas forcément toujours évident d'avoir un salaire très haut. Ou est-ce que plutôt c'est difficile de concilier à la fois vie de famille et justement entrepreneuriat? Alors, je pense que la réponse se trouve sur plusieurs thématiques en fait. Très clairement, ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il y a l'origine de l'entrepreneuriat qui est liée au fait que la femme a cette capacité assez incroyable de rebondir suite à un divorce, et qui peut du coup mener à cette situation-là. Et il y a aussi le fait que à Mayotte, les portes vers le salariat n'est pas forcément évident pour les femmes aussi. Et donc maintenant, créer son entreprise, c'est une réelle voie d'insertion pour les femmes. C'est une opportunité. C'est une réelle opportunité, tout à fait. Et justement, effectivement, lorsque vous êtes en contact avec elles, vous sentez une motivation peut-être un peu différente de celle des hommes. Oui. Ça, c'est quelque chose que vous voyez, que vous percevez? Oui, je le perçois, c'est assez flagrant, et je pense qu'on le verra parce que le colloque inversé là est rediffusé en direct sur notre page Facebook, donc vous pourrez l'apprécier, mais je pense qu'on voit dans nos témoignages de nos femmes justement cette volonté de réussir malgré tout en fait. Et c'est vrai que moi en tant que mère,
moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes-là qui ont ce courage-là et qui se défendent en tant que telles et qui justement mettent du poing sur la table en disant je suis mère célibataire, mais je peux y arriver. Et peu importe les préjugés qu'on peut avoir sur moi. Alors, l'autre particularité des femmes entrepreneurs à Mayotte, c'est qu'elles créent des entreprises plutôt de proximité dans leur quartier, dans leur village, dans leur commune, beaucoup plus que les hommes, avec un chiffre qui est beaucoup plus faible. Pourquoi? Comment on l'explique ça? Est-ce que Je ne sais pas s'il y a de réel... C'est vrai que les femmes à Mayotte, en moyenne, créent avec moins de 8 000 euros. Après, je pense qu'il y a la prudence aussi, qui est très caractéristique d'une femme mahoraise, qui se lance sur des activités où financièrement, elles ne vont pas trop s'engager pour pouvoir se développer par la suite. Nous, on a des exemples quand même de femmes qui ont débuté avec moins de 8 000 euros et qui maintenant ont une entreprise, où parce que nous, on peut financer jusqu'à 15 000 euros, donc on les accompagne aussi dans leur développement, et qui arrivent à embaucher des hommes. Donc on en est très fiers. Donc une chef d'entreprise avec 3 employés sous elle. Et donc je pense que c'est vraiment lié justement à cette question de progressivité dans la mise en place de leurs projets. Et nous on les sensibilise beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une situation personnelle, on a un projet, on leur dit c'est possible mais faites attention. Il faut un peu équilibrer tout ça. Il faut être prudent. Il faut être prudent, il faut équilibrer la situation personnelle et la situation professionnelle. Et on y arrivera progressivement. Alors parlons donc de cette campagne du 2 au 11 octobre. Du 7 au 11. Du 7 au 11 octobre, tout à fait. Le 3, il y aura le colloque. À partir du 7, on a effectivement le début de finalement cette semaine de l'entrepreneuriat au féminin. Comment ça va se passer? Il va y avoir des moments forts. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc au-delà du 3 octobre, qui est vraiment notre lancement de notre campagne, nous avons 4 rendez-vous aux 4 coins de l'île pour être au plus près des entrepreneurs. Donc typiquement, ça va être le lundi 7 octobre, il va y avoir un brunch des entrepreneurs au Mayana Food, à Magic à Volamir, c'est exactement. Et donc là, lors de ce brunch des entrepreneurs, ce sera vraiment un temps d'échange. Il y aura témoignage de 4 entrepreneurs, encore une fois, pour pouvoir témoigner, être le porte-parole de l'ADI. Le mardi, il va y avoir un marché de l'ADI à Sada, en face du parking de la BFC. Ici, il va y avoir 4 stands. Qu'est-ce qu'un marché de l'ADI? Marché de l'ADI, c'est qu'on met en valeur 4 de nos créateurs. Donc, ils ont 4 stands où ils exposent leurs produits. Donc, il y a tant alimentaire que artisanat. Et c'est vraiment des temps d'échange. Il va y avoir aussi l'ADI, mais pas que. Il y a aussi des partenaires tels que les CCAS qui seront présentes aussi pour pouvoir échanger avec la population autour de l'entrepreneuriat et pourquoi pas faire naître de nouvelles vocations et de sensibiliser les gens à l'entrepreneuriat. Le mercredi, je prends mon anti-sèche, il y a l'ADI à la rencontre du Sud à Chirungi. Donc c'est à la MJC de Mirereni. Donc ça c'est une rencontre entre l'ADI, les partenaires et les porteurs de projets. Et le jeudi, on fait une porte ouverte à l'agence de Dzumonier, où il y a aussi un petit déjeuner qui vous attend. Alors, c'est un programme un peu différent. C'est vrai que souvent, les portes ouvertes, vous en faites. Oui. Là, vous avez vraiment voulu donner la parole aussi à ces femmes qui ont réussi et à ces femmes qui sont finalement des exemples et qui vont amener sous leur aile les futurs entrepreneurs qui ont envie de se lancer, mais qui parfois ont des craintes. Le but, c'est vraiment d'organiser des moments conviviaux autour de l'entrepreneuriat. Le but, c'est de l'échange, c'est d'aller au-delà de la pure information descendante autour de l'ADI, autour de l'entrepreneuriat. C'est donner la parole. Je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que ces personnes qui entreprennent, qui ont le courage d'entreprendre. Donc, on met en lumière des personnes qui ont des profils différents pour que chacun puisse se reconnaître aussi à travers ces personnes-là, donc des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, vraiment de tout horizon, des horizons différentes. Le but, voilà, c'est vraiment de donner la parole parce que je pense qu'il n'y a que eux qui peuvent vraiment montrer que c'est possible. Merci beaucoup Annabelle. Avec Richard. grand plaisir. Et nous serons présents bien sûr le 3 octobre prochain. Ça sera à l'hémicycle Younoussa Tout à fait. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellent week-end sur Quasi.